Mesdemoiselles et messieurs, veuillez maintenant accueillir la nouvelle présidente. Ce n'est pas moi. C'est elle. Yilma, source d'une vie meilleure. Véritable source de vitalité, Yilma est une eau minérale naturelle et pure, soigneusement extraite des profondeurs des nappes aquifères saines et naturelles protégées de Koubri. Yilma est traitée rigoureusement en respect des normes internationales d'hygiène et de sécurité dans nos laboratoires ultra performants pour vous garantir une eau minérale de qualité irréprochable. Yilma est disponible en format de 1,5 litres, 0,5 litres et 0,24 litres dans toutes les boutiques. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. La peau constitue l'organe le plus grand du corps humain. Elle représente 16% de son poids total, composé de quelques 2000 milliards de cellules et de plusieurs couches de tissus. Elle forme une barrière de protection mécanique, chimique et immunologique d'une efficacité remarquable. Véritable interface avec le monde extérieur, elle protège les organes des infections, des blessures et des rayons solaires nocifs. Douée d'une extrême sensibilité, elle permet le sens du toucher. Pour certains, elle pourrait même être le reflet de nos états d'âme. La spécialité médicale traitant de la peau et de ses affections est la dermatologie. Plus qu'une question de simple enveloppe, la peau est un organe à part entière. Être bien dans sa peau reste une préoccupation au quotidien. Et c'est donc pour parler de la peau et de sa prise en charge que je reçois pour vous sur ce plateau professeur Adama Traoré. Professeur Traoré est dermatologue, chef de service dermatologie, vénérologie au CHU Yalgado Ouedraogo. Professeur agrégé Nina Korsaga Somé, responsable de l'unité de dermatologie du district sanitaire de Boulmiougu. Bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir monsieur, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de suivre cette émission qui marque la reprise de Santé Mag. Pour participer, il suffit d'appeler au 25 40 79 03. Professeur Traoré, quelle est la composition chimique de la peau? Alors, je voudrais d'abord saisir cette occasion pour vous dire infiniment merci parce que la dermatologie est une spécialité dont il faut continuer d'en parler. Et pour répondre à votre question, je voudrais dire que la composition chimique, j'allais dire biochimique, parce qu'on parle d'un organe vivant, il faut savoir que la peau, composée de cellules, de vaisseaux, de fibres collagènes, sur le plan biochimique, il y a essentiellement de l'eau, 70% environ. Mais il y a également des protéines, bien sûr, puisque c'est une structure solide, chargée d'un certain nombre de fonctions. Mais au-delà de l'eau et des protéines, il faut savoir qu'il y a des lipides, c'est environ 5 à 10%. Et bien sûr, il y a des électrolytes, il y a un certain nombre d'ions qui font que cet organe-là fonctionne de manière symbiotique. Voilà, sur le plan biochimique, la composition donc, de cet organe, extrêmement important. Professeur Kostaya, comment est constituée la peau? La peau est constituée de 3 couches qui sont de la superficie vers la profondeur, l'épiderme, qui est la couche donc la plus superficielle, le derme, qui est une couche intermédiaire,
et l'hypoderme, qui est la couche la plus profonde. Et il faut savoir que l'épiderme lui-même est composé de 4 couches et de 4 populations cellulaires différentes. Et quant au derme, il est composé de fibres d'élastine et de collagène qui rendent compte de l'extensibilité et de l'élasticité et de la résistance de la peau. Et l'hypoderme est composé de cellules graisseuses qu'on appelle des adipocytes qui amortit les chocs et qui constituent une réserve énergétique. Voici globalement la constitution de la peau. Et comment elle se renouvelle? Il faut savoir que la peau se renouvelle à partir de sa couche la plus profonde, qui est la couche basale. Les cellules de la peau, qui sont en majorité des kératinocytes, vont subir des modifications physiologiques qui vont les rendre différentes en allant de la couche basale vers la couche superficielle. Et arrivé au niveau de la couche superficielle, ces cellules vont perdre tous leurs organites et se remplir de kératine et constituer la couche cornée qui va jouer un rôle de barrière très important au niveau de la peau. Et le temps pour qu'un kératinocyte aille de la couche basale à la couche cornée, qui est la couche la plus superficielle, va durer 28 jours. Et donc, ce renouvellement va permettre au niveau de cette couche superficielle une desquamation physiologique qui ne se voit pas et qui permet donc à la peau de se renouveler. Lorsque ce temps de passage de la couche basale à la couche superficielle est accéléré, en ce moment, cette desquamation devient visible et elle devient pathologique en ce moment. Professeur Traoré, pourquoi la peau est-elle considérée comme un organe? Alors, à écouter donc professeur Korsaga, j'allais dire quelque chose qui est composé de plusieurs types de cellules. Il y a des kératinocytes, mais il y a également des vaisseaux, il y a des fibres. On a l'impression que ce n'est pas quelque chose d'homogène. Mais en réalité, cet organe complexe demeure également un organe essentiel et dont véritablement l'agression peut être porter atteinte à la vie. C'est un organe parce que l'ensemble de ces cellules-là vont coordonner de manière harmonieuse et assurer au minimum 8 fonctions. Parce que l'organe veut dire un ensemble de cellules et de tissus qui travaillent pour assurer une fonction. Et là, nous avons un organe avec plusieurs types de cellules, mais qui vont coordonner et faire au minimum 8 fonctions. Je voudrais citer simplement 2 ou 3 fonctions. La première fonction, c'est la fonction de barrière. Si vous n'avez pas de peau, il est clair que l'environnement de dehors en dedans, vous allez être agressé à l'intérieur. Et vous-même, de l'intérieur vers l'extérieur, vous allez laisser perdre énormément de choses, ce qui n'est pas compatible avec la vie. Mais il y a également la fonction immunologique. C'est la peau, et par la peau que souvent on va reconnaître le soi du non-soi, c'est-à-dire quelque chose pénètre par la peau. C'est en ce moment que la fonction immunitaire là, va permettre à la peau de dire à l'organisme: cette particule, cette cellule, ce microbe ne nous appartient pas, il faut qu'on puisse la rejeter. Mais il y a également la fonction sensitive et la fonction sociale. Rappelez simplement que c'est par la peau qu'on perçoit une personne pour la première fois et qu'on l'apprécie ou qu'on ne l'apprécie pas. Et vous voyez que la couleur de la peau constitue sur le plan social énormément de façons de percevoir l'individu. Donc je rappelle simplement, mais il y a minimum 8 fonctions. Donc c'est véritablement un organe vital. Professeur Korsaga, qu'est-ce que le film hydrolipidique? Le film hydrolipidique est un film protecteur qui se trouve à la surface de l'épiderme humain. On l'appelle le manteau acide et c'est un film qui est composé de sueur, de sébum et d'eau essentiellement. Et à quoi sert le sébum? Le sébum, donc, on va dire que c'est la production des glandes sébacées. Donc c'est une structure qui est huileuse, qui est composée essentiellement d'acides gras. Et ce sébum donc, va servir à lubrifier la peau et les annexes qui sont les poils et les ongles.
Le sébum aussi a une propriété antifongique et bactériostatique, c'est-à-dire qu'elle va limiter la prolifération des bactéries. Essayez de parler en français facile pour que les téléspectateurs puissent comprendre. Donc, je disais que par ses propriétés, cet aspect, la caractéristique acide de ce film hydrolipidique, qui est avec le sébum qui contient aussi, qui a un pH acide. Donc, ce pH acide va empêcher les microbes de se multiplier à la surface de la peau. Et le sébum va donner sa souplesse à la peau. Lorsqu'on n'a pas assez de sébum, la peau est sèche. Et quand on en a suffisamment, par contre, on sent une souplesse au niveau de la peau. Professeur Traoré, qu'est-ce que la flore cutanée? Alors, j'allais dire, nous sommes assis comme ça, l'environnement, nous respirons énormément de microbes. J'allais dire que la peau grouille d'un monde vivant, c'est plein de microbes. J'allais dire, au centimètre carré, c'est des millions de microbes que l'on peut dénombrer. Et de ces microbes, il y a, sur le plan scientifique, on peut dire qu'il y a les bactéries comme le staphylo, il y a également des champignons, mais il y a également des virus. Donc, la peau est couverte de l'ensemble de ces germes-là qui vivent de la peau et qui protègent la peau. Et c'est cette flore-là, formée de ce que l'on appelle les bons microbes qui couvrent la peau, et c'est ça la flore bactérienne cutanée. Donc, un ensemble de germes, que ce soit des bactéries, que ce soit des virus, que ce soit même quelquefois des parasites et des éléments fongiques qui sont là pour y vivre de la peau, mais également pour protéger la peau. Professeur Kosara, d'où vient la sueur et que contient-elle? La sueur vient de la production des glandes qui se trouvent au niveau de la peau, qu'on appelle des glandes sudorales. Et cette sueur est constituée d'un liquide qui est composé essentiellement d'eau et également de sels minéraux. Voici essentiellement la composition de la sueur. Et quel rôle joue la transpiration, puisque l'importance fait qu'il y a forcément un rôle à jouer? La transpiration se fait sous l'effet de plusieurs facteurs. Il peut s'agir de facteurs climatiques lorsque la température interne ou extérieure du corps augmente, ou lorsqu'on pratique une activité sportive, ou lorsqu'on est stressé, l'organisme va produire de la sueur par la transpiration. Et cette sueur a pour rôle essentiellement de contribuer à la régulation de la température corporelle en la maintenant à un niveau constant normal qui est une température de 37 degrés et 5. Et la sueur va entrer également dans la composition du film hydrolipidique que nous avons vu tantôt avec ses différentes caractéristiques. C'est cette sueur aussi qui nous permet au niveau des doigts de pouvoir prendre les petits objets et aussi de pouvoir pratiquer la marche et la course sans glisser. Voici essentiellement les rôles de la sueur. Qu'est-ce qu'une dermatose, professeur? Une dermatose est un terme générique qui désigne toutes les maladies de la peau, des muqueuses et des annexes de la peau qui sont les fanères. Les fanères sont les cheveux, les ongles et les poils. Et également, les autres annexes sont les glandes. Donc, ce sont les maladies qui vont concerner également les glandes sudorales et les glandes sébacées que nous avons vues tantôt. La dermatose se manifeste sous plusieurs formes et elles sont nombreuses, les personnes qui en souffrent. À Bobo Dioulasso, la dermatose fait partie des maladies dont les raisons de consultation journalière dans les centres de santé restent élevées. Au CHU Souro-Sano, il existe un service spécialisé en la matière, même si des difficultés existent. Comment ce service est-il organisé? Quelles sont les conditions de prise en charge des malades? Et bien évidemment, les difficultés rencontrées. Les réponses dans ce dossier signé Kassoum Milogo et Ismaël Saturnet Paris. C'est ici, au service de la dermatologie du centre hospitalier universitaire Yalodo-Ouedraogo, que les patients souffrant de maladies de la peau. La dermatose, une maladie bien présente et connue par plus d'un au Burkina Faso. Chaque jour, elles sont nombreuses ces personnes à consulter les spécialistes du domaine pour trouver la solution à leur mal.
Je souffre de la dermatose depuis quelques années, depuis mon enfance. Les soins, ça ne finit jamais. Je souffre sincèrement de ça. Je ne sais pas d'où ça s'origine. C'est les boutons là, des fois ça gratte et puis des fois ça gratte pas. Au centre hospitalier universitaire Souro Sanou de Bobo Dioulasso, il existe un service en charge de la question. Le service de dermatologie est divisé en 3 parties. Il y a la partie consultation qui se trouve dans le pool de consultation de toutes les spécialités. La deuxième activité, c'est la petite chirurgie dermatologique qui doit se dérouler à l'intérieur d'un box stérilisé pour les actes. Et enfin, l'hospitalisation. À Bobo Dioulasso, les cas de consultation en dermatologie sont assez nombreux. En premier lieu, c'est la dermatologie inflammatoire. Dans la dermatologie inflammatoire, c'est les allergies, les eczémas, les réactions médicamenteuses. Ensuite, c'est la dermatologie infectieuse. Ces infections qui gonflent les jambes, les pieds s'enflent, il y a une fièvre et après ça s'ouvre comme une plaie. La dermatologie nutritionnelle, c'est l'avitaminose PP, qu'on appelle pelagre. Et enfin, la dermatologie tumorale, qui sont les cancers cutanés, qui surviennent chez les personnes à peau noire, mais aussi chez les albinos à cause du rayonnement solaire. Malgré l'importance de la demande des prestations du service de dermatologie au CHU Souro Sanou, c'est un personnel réduit qui est quotidiennement à pied d'œuvre. Nous sommes trois dermatologues, un professeur titulaire et 2 maîtres assistants. Et nous sommes assistés de 3 personnels infirmiers. En plus de cet aspect, il existe d'autres difficultés qui freinent la meilleure prise en charge des malades. D'abord, sur le plan infrastructure, les problèmes sont vraiment sérieux. Parce que souvent, nous n'avons pas de box pour faire à la fois la consultation et la petite chirurgie. Voilà. Les infrastructures n'existant pas, il nous arrive parfois de les faire dans le même box des activités qui sont différentes. 2, il y a certains malades que nous essayons de faire des traitements, des hospitalisations à domicile. Pour leur confort et pour avoir plus, parce que la place ou bien les conditions d'hôtellerie ne leur permettront pas. Et enfin, ce qui nous fatigue un peu, c'est que nous sommes censés être un service de référence. Ici, celui qui a un problème de dermatologue, il vient directement voir le dermatologue. Vous vous retrouvez avec tout le monde. Nous faisons des soins niveau 1, niveau 2, niveau 3. Qu'à cela ne tienne, pour l'instant, plusieurs patients trouvent leur compte ici devant le personnel traitant. En tout cas, ça fait 6 ans qu'elle a cette maladie. Mais depuis qu'on est venu ici, on nous a donné le traitement, on a fait 2 chemins là, ça va. Bon, sincèrement dit, depuis que je travaille avec les médecins qui sont ici, je sens qu'il y a une grande amélioration par rapport à quand je travaille ailleurs. Moi, je demanderais aux autorités sanitaires locales et au ministre de la Santé d'affecter un dermatologue dans la région. La population n'a aucun dermatologue en périphérie sur lequel ils peuvent aller avant d'être référés ici. Vous voyez, c'est un gap qu'il faut combler au plus vite parce que je vous dis que la demande, j'ai eu le temps de la mesurer, elle est forte. Nous n'arrivons pas à la satisfaire. Par exemple, à l'heure où je vous parle, malgré le fait qu'on multiplie les consultations, nous sommes déjà à 4000 consultations, alors que l'année n'est même pas finie. En attendant que d'autres spécialistes viennent étoffer le nombre et combler le besoin, l'équipe présente n'a d'autre choix que de faire de son mieux pour satisfaire les populations. Et le premier responsable de ce service en est bien conscient. Plus de 750 cas de maladies de la peau sont enregistrés par mois au service de dermatologie du CHU Algado Ouedraogo. La plupart des patients sont reçus à un stade avancé de la maladie. Une préoccupation pour le personnel médical qui invite les populations à se faire consulter dès les premiers signes de la maladie afin d'éviter les complications. Oscar Soulama et Lazare Pouya. C'est ici, au service de la dermatologie du centre hospitalier universitaire Yalado Ouedraogo, que les patients souffrant de maladies de la peau reçoivent des prises en charge adéquates. Avec ses 14 lits d'hospitalisation, le service du professeur Adama Traoré parvient bien que mal à soulager les patients.
Ici, plus de 750 patients sont reçus en consultation mensuellement. 25 à 30 malades on peut recevoir en consultation externe par jour. Le rôle de l'infirmier s'avère très important dans la chaîne de prise en charge des patients. Cet appui se situe à 3 niveaux. Il y a l'accueil des patients, les soins externes et l'hospitalisation. Au niveau du premier point, l'infirmier reçoit, installe le malade, établit un dossier avec l'identité complète du patient, achemine le dossier chez le médecin, donne le prochain rendez-vous après la consultation selon les instructions du médecin et à la fin enregistre et classe les dossiers. Et au niveau du second point, les soins externes, il s'agit essentiellement d'assurer les pansements, les infiltrations, les injections intraveineuses et intramusculaires et d'aider les médecins à certains actes. Et au niveau du dernier point, l'hospitalisation, l'infirmier assure la prise des constantes, l'administration et la surveillance des prescriptions médicales, donne des conseils aux patients et assure également le nursing. Somme toute, ils sont nombreux les patients souffrant de maladies de la peau qui reçoivent satisfaction. Noaga a eu, il y a 8 jours, un bouton au pied. C'est le début de son calvaire. C'est un midi. Bon, j'étais assise en train de manger. Donc, j'ai remarqué qu'il y avait un bouton sur mon pied. Bon, après le fin de manger, là, bon, je ne peux plus me lever. En même temps, ici, là, ça faisait mal. Donc, moi, je me demandais, je dis, ça, c'est quoi ça? Mais après ça, vraiment, le choc a commencé comme ça. Je ne peux plus me lever, donc j'ai fait 3 jours à la maison même. Je crois que ça allait aller mieux, mais vraiment, ça n'allait pas. Donc, pour ça, on est venu ici. C'est grave, on est venu ici. Anahi, lui, souffrait d'un autre mal. Il s'est rendu dans une clinique et après avoir pris certains produits, il a eu une allergie aiguë. Aujourd'hui, ça a commencé 15 jours. Avant que je prenne mes médicaments, je partais à la clinique qui est proche de nous. J'ai pris les médicaments, il y a du Cotrim dedans. Quand j'ai pris les médicaments, là, un peu plus tard, ma gorge, la langue, les dents, ça commence à gratter. 1 heure de temps plus tard, tout le corps, ça commence à gratter. Bon, après ça, j'ai parti à la clinique là-bas, j'ai pris 2 jours. J'ai retourné chez lui, à la clinique là. Je lui dis, les médicaments que tu m'as donnés là, bon, j'ai pris, mais mon corps là, ça gratte. Il m'a piqué, donné 2 médicaments encore, j'ai emballé. 30 minutes plus tard, je dormais sur le lit. Le vomissement n'est pas béni. Je suis retourné à la maison. J'ai dormi. Le lendemain matin, j'ai pris de l'eau chaude, je bois. Et puis je commence de vomir. Ça n'a pas marché. J'ai parti à la clinique encore à côté de nous. J'ai pris 2 jours là-bas. 2 jours plus tard, là, et puis tous les jours, les maladies, là, ça augmente seulement. Ça ne diminue pas. M'apprenait à amener ici, vendredi soir. Toutes ces prises en charge ne se font pas sans difficulté. Du manque de consommables à la vétusté du matériel, en passant par les lits non adaptés aux soins, la liste est longue. Au niveau de l'accueil et des soins externes, nous n'avons pas de meubles pour classer les dossiers et il y a manque de salles adéquates pour les soins. Et au niveau de l'hospitalisation, la capacité d'accueil est insuffisante. Les lits ne sont pas adaptés aux soins et il y a la vétusté du matériel existant. Et également au niveau du personnel infirmier, il y a un manque de formation et recyclage. Malgré tout, le personnel du professeur Adama Traoré essaie de lui donner du sourire aux patients. Parce qu'il m'a bien accueilli. Tous les jours, on me regarde, donne médicaments, des pansements, tout. Tous les jours, il y a des visites chez nous ici. Sinon, en tout cas, au niveau du travail, là, c'est bon. Bien reçu, il n'y a pas de problème. On a posé des questions, tout ça là. Les soins est bien, il n'y a pas de problème. Au regard de ce qui précède, il est important d'éviter également les tatouages qui peuvent apporter des complications au niveau de la peau, comme ces images. Retour donc sur ce plateau avec nos invités. Professeur Traoré, quel lien existe-t-il entre le stress et les problèmes de peau?
J'allais dire, c'est un lien séculaire et embryologique. Je voudrais simplement ajouter également que le stress va, comme vous le savez, va agir sur le mental. Le stress va agir sur le système nerveux. Le stress va agir sur les vaisseaux, va agir sur le cœur et va agir même sur l'estime de soi. Autant d'actions qui vont avoir des répercussions sur la peau. Donc, actions indirectes à travers ces actions sur les nerfs, sur le mental, sur les vaisseaux, ce qui fait que il va avoir donc des manifestations du stress, à commencer par le fait de perdre l'estime de soi et d'avoir une peau qui n'a pas l'éclat que l'on souhaite. Donc, c'est la conséquence du stress sur la peau. Exact. Le manque d'éclat. Exact. Ça, c'est une des conséquences. L'autre conséquence, c'est la perturbation du fonctionnement normal de la peau. Vous savez que le sébum, par exemple, doit être sécrété à un certain niveau pour pouvoir huiler et graisser bien la peau. Si on a un certain nombre de stress, cette sécrétion-là peut être énorme et donner ce que l'on appelle une peau grasse à certains endroits ou un aspect fluide qui fait que la peau a perdu son aspect normal. Mais également, ça peut donner des maladies parce que vous savez que, vous savez, oui, mais le stress va permettre le déclenchement de certaines maladies dermatologiques. Je cite 2 ou 3 exemples. Il y a une maladie qu'on appelle le lichen plantar qui est caractérisée par des boutons qui apparaissent brutalement, qui se mettent à gratter énormément et qui sont noirs et brillants. Cette maladie-là, le stress joue un rôle important. Il y a une maladie que l'on appelle le psoriasis. Ça donne des plaques rouges avec beaucoup de desquamations et de pellicules épaisses. Là également, il y a d'autres causes, mais le stress joue un rôle extrêmement important. Donc voilà un peu, de manière indirecte, en modifiant le fonctionnement normal de la peau, ce que le stress peut amener donc sur la peau. Professeur Korsaga, parlons un peu de l'acné et des dermatites. Je voudrais d'emblée dire que l'acné est une dermatose inflammatoire. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas une dermatose infectieuse. L'acné n'est pas dû à une infection. Donc, c'est une inflammation de la peau qui est due essentiellement à un excès de sécrétion de sébum. Et à cet excès de sécrétion de sébum va s'ajouter d'autres phénomènes qui vont boucher les pores et qui vont être à l'origine de l'apparition de boutons que nous appelons des comédons, des papules et des nodules qui vont siéger essentiellement sur le visage, la poitrine et le dos, qui sont des zones où il y a une forte concentration de glandes sébacées. Et ces boutons vont évoluer et laisser des cicatrices noires, mais il faut savoir que ces cicatrices noires vont disparaître avec le temps. Et l'acné est une maladie qui débute à l'adolescence et qui va se prolonger à l'âge adulte et surtout chez les femmes liées à l'usage de cosmétiques non adaptés. Il existe des traitements qui sont efficaces, mais leur efficacité ne se manifeste que sur la durée et nous demandons donc aux patients d'être patients pour laisser les médicaments faire leur effet. Et quelques conseils: il faut éviter d'assécher la peau du visage parce qu'on va encore stimuler la sécrétion sébacée. Et il faut éviter les savons antiseptiques. Je l'ai dit, ce n'est pas une infection. Et il faut éviter également les savons acides et éviter de manipuler les boutons, sinon ils vont laisser des vilaines cicatrices. Et les dermatites? Les dermatites sont aussi un autre terme générique pour désigner toute maladie inflammatoire de la peau. Et dans le mot dermatite, il y a derma qui veut dire peau et it qui désigne en médecine l'inflammation tout simplement. Professeur Traoré, c'est vrai que vous êtes dermatologue, mais dites-nous comment devient-on dermatologue? Alors, c'est une question que je saisis et vole en disant que je crois que pour devenir dermatologue, il faut avoir un bac scientifique d'abord. Et je pense que voilà, le bac scientifique
j'allais dire un bac scientifique avec un haut niveau pour l'avoir. Et la deuxième chose, c'est de faire des études médicales générales. Et enfin, la troisième chose, c'est de s'inscrire à la spécialisation qui dure 4 ans. Donc, mettons 8-9 ans pour faire la médecine générale, plus 4-5 ans. C'est la quinzaine pratiquement d'études pour devenir un dermatologue. Et quels sont les rôles du dermatologue? Qu'est-ce que le dermatologue fait? Alors, le dermatologue, c'est la personne, et je le répète toujours, qui est chargée. En réalité, on ne devrait pas attendre les malades pour les traiter. On devrait conseiller les populations pour avoir une bonne qualité de peau. Donc, c'est la peau normale, la peau de qualité. Par ses conseils, le dermatologue devrait permettre aux gens d'avoir cette peau de qualité et cette peau normale. Et également, par ses conseils, les gens devraient pouvoir éviter donc les maladies. Et si on arrive à la maladie, le dermatologue doit être capable de faire le diagnostic et de faire le traitement. Mais également, dermatologue dans nos régions veut dire également s'occuper d'un certain nombre de maladies spécifiques. Je cite la lèpre, je cite l'onchocercose, mais également toutes les infections sexuellement transmissibles, parce que le dermatologue est appelé dans sa spécialisation dermatologue et vénéréologue. Ça veut dire qu'il s'occupe des maladies vénériennes transmises donc au cours des contacts ou des actes sexuels. Voilà un peu ce que le dermatologue doit savoir. Donc prévenir avant que la maladie n'arrive, traiter au moment où il y a la maladie et conseiller pour qu'on ne rechute pas sur cette maladie, mais dans ces volets maladies cutanées, maladies muqueuses, maladies des fanères, c'est-à-dire le poil et les ongles. Si vous avez des problèmes aux ongles, il est clair que c'est au dermatologue qu'il faut s'adresser. Voilà un peu, résumé, le rôle du dermatologue. Et quelles sont les qualités requises pour être un bon dermatologue et puis la carrière, les possibilités d'évolution dans le métier? Pour être un bon dermatologue, c'est comme être un bon médecin. Nous avons l'habitude de dire que ce qui est important pour tous ceux qui soignent, pour qu'ils soient des bons soignants et des bons spécialistes, la première chose, c'est le savoir. Il faut aller chercher le savoir. Si vous êtes cardiologue, si vous êtes endocrinologue, c'est ces domaines-là qu'il faut maîtriser sur le plan théorique. Ensuite, il faut pouvoir donc faire un certain nombre, donc le savoir-faire. C'est ça également qu'il faut apprendre. Et là, bien sûr, c'est les stages, c'est écouter les aînés, c'est faire un compagnonnage de façon à ce qu'on puisse connaître bien la pratique. Mais bien sûr, c'est l'homme, c'est la santé de l'homme, c'est le savoir-être qui devient important. Voilà les grosses qualités humaines, j'allais dire d'une manière générale, qu'il faut pour être un bon médecin, un bon spécialiste et notamment un bon dermatologue. Mais pour le dermatologue, il faut ajouter qu'il doit avoir tous ses sens en éveil, parce que c'est ça qui permet au dermatologue de faire le diagnostic. Parce que quand vous regardez un bouton, ce que nous voyons sur le bouton, c'est autre chose. On décrypte, on dit que ces boutons-là, c'est l'alphabet de la dermatologie. C'est-à-dire, chaque fois qu'une maladie arrive, ça écrit par des lettres santé, S-A-N-T-E accent aigu. C'est le dermatologue, en regardant ces boutons, comment ces boutons s'agencent, qui va faire le diagnostic en disant, ici, il est écrit sur votre peau santé. Il est écrit sur votre peau acné, il est écrit sur votre peau lichen. Et c'est comme ça, par cette capacité d'observer et de faire la synthèse et d'avoir ces 5 sens en éveil. Je dis bien le toucher, la vue. J'allais dire même chez les anciens médecins, ce n'est plus maintenant, le goût même faisait partie de l'élément. Parce que savoir comment, sans une lésion cutanée, comment le goût d'une lésion cutanée permet de faire le diagnostic. Voilà comment on peut faire le bon diagnostic. Et les possibilités d'évolution? Alors, dermatologue, médecin généraliste, ensuite médecin spécialiste, on peut être dermatologie générale, on peut s'orienter vers l'allergologie, on peut s'orienter vers la dermatologie pédiatrique, on peut faire de la dermatologie chirurgicale. C'est vraiment une grosse panoplie. Quand vous embrassez cette carrière-là, vous avez énormément de possibilités. Mais également, vous pouvez, au-delà de la dermatologie, être quelqu'un qui regarde les lésions cutanées, qui en fait le diagnostic, mais également qui a une réflexion de santé publique.
et qui permet donc, s'il y a des programmes de lutte contre des maladies où les lésions sont essentiellement cutanées, le dermatologue peut être là pour conseiller, pour orienter, ou faire de la recherche de façon à ce qu'on explique mieux les maladies et on traite mieux les maladies. Découvrons à présent les questions des téléspectateurs. C'est avec Viviane Tiendrebego. Monsieur Henri Zerbo nous a appelé de Tenkodgo. Il a un problème pendant la saison des pluies. Quand les petits insectes le piquent, à ce qu'il rapporte, il développe une allergie qui se manifeste par des boutons et quand il les gratte, il constate que les plaies sont profondes. Et ça dure au moins 3 mois avant de guérir, enfin jusqu'à la fin de la saison des pluies. Et il précise qu'il est enseignant. Quand il est en zone rurale, c'est ce qui lui arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a essayé plusieurs pommades, mais sans succès, et il demande la conduite à tenir. Monsieur Crépin Ilboudo nous a appelé de Ouagadougou. Lui aussi a un problème de peau. La nuit, il a des démangeaisons qui font qu'il se gratte jusqu'à dormir. On lui a proposé de s'enduire la peau de cendre pour remédier à la situation. Il a commencé à 2 jours et jusqu'à présent, il ne sent pas d'amélioration. À qui est-ce qu'il doit s'adresser pour trouver solution à son problème? Madame Rebecca nous a appelé de Bérégadougou. Elle aimerait comprendre pourquoi certains enfants, certains bébés naissent avec des rougeurs au niveau des bras. Elle connaît un cas où l'enfant est né avec une très grande rougeur au bras et l'enfant est sous corticoïdes depuis sa naissance. Et l'inquiétude des parents, c'est est-ce qu'il n'y a pas de risque que cette administration prolongée de corticoïdes la joue un rôle sur la santé des reins de l'enfant. De plus, l'enfant a des plaies sur les 2 pieds qui ressemblent à des brûlures que seules les injections peuvent guérir. Comment comprendre cela? Monsieur Bourema Nyambré nous a appelé de Ouargaï. Lui a entendu que quand on est mal en point, certains conseillent de se coucher à même le sol sans protection ou de marcher pieds nus sur le sol pour permettre à l'organisme de prendre quelques microbes, histoire que les anticorps travaillent bien pour protéger l'organisme. Et maintenant qu'avec le modernisme, on conseille aux gens de se laver très souvent, beaucoup prennent des bains 3 fois par jour, est-ce que les douches à la longue ne constituent pas un danger même pour l'organisme? Est-ce que en enlevant certains microbes ou certains micro-organismes, on ne fragilise pas la peau et on ne l'expose pas ainsi à des maladies? Mademoiselle Flora nous a appelé de Bobo du Lasso. Elle a suivi le professeur quand il dit que la peau n'est pas aussi mince qu'on le croit. Et sa question, c'est comment dans ces cas-là, les moustiques, par exemple, arrivent à nous piquer et puis ça fait mal. Et pourquoi après les piqûres, on continue de se gratter plusieurs heures après. Et certains ont des plaies à la suite des piqûres de moustiques. Quelle attitude il faut adopter? Comment traiter ces plaies-là? Monsieur Abdoulaye Saint-Poré est à Kaya. Il remercie le professeur et le docteur qui sont sur le plateau. Il dit qu'il a bénéficié de vos conseils et qu'il s'en est bien tiré. Et ce qu'il aimerait souhaiter, c'est que les pouvoirs publics mettent plus de moyens pour la formation des professionnels dans ces domaines-là qui manquent dans les provinces et dans les régions. Monsieur Alain Nagalo nous suit depuis Koudougou. Il aimerait savoir si la dépigmentation empêche la peau de jouer son rôle. Et si oui, comment cela joue sur la peau. Monsieur Ouseni Ouedraogo nous a appelé de Ouagadougou. Il a des soucis avec la peau de son visage. Il a souvent des démangeaisons qui donnent des boursouflures. Et il dit que plus on gratte, plus c'est intéressant. Mais à la suite, le visage n'est pas beau à voir.
Il a consulté plusieurs professionnels qui lui ont prescrit des examens à la suite desquels on lui a dit qu'il a des allergies. Mais on ne lui a pas dit allergie à quoi. Il n'a pas de solution définitive parce que quand il fait un traitement, il laisse, ça recommence et il envisage de se tourner vers la tradithérapie. Est-ce que c'est une bonne solution à votre avis? Que faire? Vers qui se tourner pour avoir une solution définitive à son problème? Monsieur Ethan Sombougma est un jeune téléspectateur qui est en classe de seconde A à Ouagadougou. Il est fasciné d'abord par les professions de la santé et il aimerait savoir si son orientation déjà en seconde A n'est pas un handicap, s'il veut devenir médecin comme vous, ou qu'est-ce qu'il faut faire, quelles études il doit poursuivre, sur quelle matière il doit mettre plus l'accent. C'est tout pour la première partie des questions des téléspectateurs. Question des téléspectateurs. Monsieur Zerbo a un problème pendant la saison des pluies. Les insectes le piquent, il développe une allergie qui se manifeste par des boutons. Et quand il est gratte, il y a des plaies profondes qui durent 3 mois au moins jusqu'à la fin de la saison. Qu'est-ce qu'il faut faire, professeur Korsaga? Il a essayé plusieurs pommades. Il veut savoir quelle conduite tenir. Il faut savoir qu'en saison des pluies, il y a effectivement beaucoup d'insectes, dont les moustiques, et que la piqûre de ces moustiques est certainement à l'origine des boutons qu'il décrit. Quand le moustique pique, il y a une salive qu'il injecte dans la peau et certains patients réagissent à cette salive en fabriquant des boutons. Et comme les boutons grattent, les patients les cassent et comme sur nos mains, il y a beaucoup de microbes, les microbes sont injectés dans la peau et ces boutons deviennent ensuite des plaies. Ces boutons siègent essentiellement sur les parties découvertes, qui sont les bras, les jambes. Et quand on regarde bien, les parties où il y a le vêtement ne sont pas atteintes. C'est une maladie qu'on appelle le prurigo. Et la première prise en charge est la protection. Il faut mettre une barrière entre la peau et le moustique. Et cette protection va se faire d'abord sur le plan vestimentaire. En saison pluvieuse, il faut porter des vêtements couvrants, des pantalons et des manches longues. Et à cela, on va ajouter une protection chimique en utilisant des crèmes anti-moustiques. Et après cela, malgré cela, s'il y a des lésions, on les prend en charge. Il y a des crèmes et des comprimés qui vont calmer le grattage et assécher rapidement les boutons. Professeur Traoré, monsieur Ilboudo, lui aussi il a un problème de peau, il a des démangeaisons uniquement la nuit. Et on lui a proposé de s'enduire la peau de cendre, il a commencé mais sans amélioration. Qu'est-ce qu'il doit faire? Je pense que je voudrais conseiller à M. Ilboudo de consulter urgemment parce que se gratter la nuit peut vouloir dire énormément de maladies. La première maladie, c'est la gale, ce n'est pas pour lui faire peur. N'importe qui peut avoir la gale, il suffit qu'il y ait un contact répété avec une personne qui a la gale. Et cette maladie fait qu'on gratte essentiellement la nuit. La deuxième chose, c'est une réaction à un certain nombre de médicaments peut-être qu'il prend, qui font que également on se gratte régulièrement, mais en général, le prurite est souvent beaucoup plus intense quand on n'est pas occupé ou quand on a le temps de s'en occuper. C'est pour cela que les prurites, le plus souvent, c'est nocturne. Donc, je conseillerais à M. Ilboudo de consulter urgemment. Le service de dermato est ouvert. Il pourrait passer. Au secteur 30, il y a également un dermatologue. Il peut aller également à Pissi, où il y a un dermatologue, ou à l'hôpital de Tenganou, où il y a un dermatologue. Donc, je le conseille de consulter pour que, 1, on caractérise son grattage, 2, qu'on trouve quelle est la cause et qu'on puisse lui proposer rapidement un traitement. Ça peut vouloir dire même une insuffisance rénale débutante. Je voudrais ajouter vraiment que les manifestations cutanées peuvent dire à un certain moment qu'il y a un organe qui souffre à l'intérieur. Et par ces manifestations-là, et le prurite est le maître symptôme, il faut consulter. Il faut consulter.
il y a un enfant qui est né avec une grande rougeur au niveau du bras. C'est Madame Rebecca qui pose le problème. Elle parle d'un cas aussi où l'enfant est sous corticoïdes depuis sa naissance. Est-ce qu'il n'y a pas de risque pour ses reins? De plus, l'enfant a des plaies sur les pieds qui ressemblent à des brûlures que sur les injections guérissent. Comment comprendre cela? Alors, je voudrais conseiller à cette dame également de consulter urgemment un dermatologue parce que la rougeur peut dire simplement un angiome. On appelle angiome une malformation de certains vaisseaux qui sont sous la peau. Et c'est vrai que pourquoi elle doit consulter? Parce que les angiomes, maintenant, on sait que depuis 4 à 5 ans, au lieu de donner des corticoïdes, on a d'autres molécules qu'on donne pour pouvoir donc gérer ces angiomes-là. Les plaies au niveau des pieds également peuvent signifier le prurigo dont on vient de parler, mais ça peut signifier également d'autres maladies inflammatoires au niveau des enfants ou des adultes qui donnent des cloques. Et ces cloques-là, au moment où on gratte, on les casse et on fait des plaies. Donc, chez cette dame, je voudrais conseiller vraiment de consulter pour qu'on puisse trouver la solution. D'accord. Docteur Korsaga, M. Yambré, lui, il a entendu que quand on est mal en point, on peut se coucher à même le sol ou alors marcher pieds nus. Donc, prendre cela, l'objectif c'est de prendre des microbes, quelques microbes qui font travailler l'organisme. Et pourtant, il dit qu'avec le modernisme, les gens se douchent au moins 3 fois par jour pour certains. Est-ce que ces douches ne constituent pas un danger? Est-ce que cela ne va pas fragiliser l'organisme? Je pense que le professeur Traoré a parlé de la flore cutanée. En ce qui concerne la peau, il y a déjà ces bons microbes qui existent à la surface de la peau et qui la défendent des différentes agressions. Donc ce n'est pas la peine d'aller chercher d'autres microbes en se couchant sur le sol ou en marchant pieds nus. Parce qu'en marchant pieds nus dans certains espaces, on peut ramasser effectivement des microbes qui vont perturber cette flore et arriver à créer des maladies. Et donc, quand on avance sur les 3 bains par jour, il ne faut pas aussi déloger ces bons microbes. Ce n'est pas nécessaire de prendre 3 bains par jour. Un seul bain est suffisant. Maintenant, dans notre contexte où les conditions climatiques sont un peu rudes, on peut aller à maximum 2 bains par jour, mais pas plus. Madame Flora, la peau dit que, bon, le professeur a dit que la peau, c'est vous qui êtes interpellé, la peau n'est pas aussi mince que ça. Sa question est comment, dans ce cas, les moustiques arrivent à nous piquer et ça nous amène à nous gratter plusieurs heures après, certains moments des plaies par la suite. C'est ça. Donc la personne ne comprend pas si la peau n'est pas aussi... Voilà, on a dit que la peau comporte donc 3 couches, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. C'est une vue histologique, mais en réalité tout ça c'est une question de millimètres. Donc elle n'est pas si mince, mais elle est quand même mince. Ça c'est la première réponse. Deuxième réponse, quand un moustique vous pique, évidemment la nature fait bien les choses. Au moment où le moustique va introduire donc ce bec pour vous piquer, le moustique injecte en même temps un certain nombre de produits pour pouvoir dilacérer les cellules de façon à ce qu'elles puissent aller chercher le vaisseau et se nourrir. Parce que le rôle de cette piqûre-là, c'est nourrir sa progéniture pour que les moustiques puissent survivre. Donc, c'est au moment d'injecter donc un certain nombre de produits issus de sa salive pour dilacérer, c'est tout ça qui entraîne des destructions et qui lèse les petits nerfs qui sont au niveau de la peau. C'est ça qui fait la douleur et c'est ça qui fait le grattage, la réaction par la suite après la piqûre. Et c'est ça également qui peut faire des cloques de façon à ce qu'ensuite on a des boutons. Monsieur Saint-Paul, lui vous félicite. Il aimerait que les pouvoirs publics mettent les moyens qu'il faut pour la formation des professionnels. Alors, je voudrais dire que les pouvoirs publics font énormément d'efforts, mais c'est vrai, nous sommes d'accord avec ce téléspectateur qu'il faut renforcer parce que la situation à l'heure actuelle, elle est assez bonne. Moi, je me rappelle que dans les années 90, nous n'étions que 2 dermatologues. À présent, nous sommes
une trentaine, 27 exactement, mais bien sûr avec une répartition disparate. Il y en a 14 à Ouagadougou, mais 14 dans quand même 4 centres, c'est déjà pas mal. Mais les efforts sont faits. Moi, je voudrais remercier les pouvoirs publics, mais souhaiter comme lui que les efforts se poursuivent. On souhaiterait avoir, puisque la formation de spécialistes est disponible à Ouagadougou, on souhaiterait avoir des bourses pour 4 à 5 dermatologues chaque année et on est capable de le faire. D'accord. Monsieur Nagalo, qui nous suit depuis Koudougou, il aimerait savoir si la dépigmentation empêche la peau de jouer son rôle. Et comment, docteur Korsaga? Il faut savoir que les produits contenus dans les dépigmentants vont perturber les différentes fonctions de la peau. La fonction barrière dont le professeur a parlé sera perturbée parce que ces produits vont entraîner un amincissement de l'épiderme et donc entraîner une fragilité de la peau qui va être beaucoup plus sujette aux agressions et qui aura du mal à se défendre. Ces produits entraînent également la destruction des mélanocytes, qui sont une population cellulaire qui se trouve au niveau de l'épiderme et qui synthétise la mélanine, dont le rôle est non seulement de donner la couleur à la peau, mais également de la protéger contre les rayons néfastes du soleil. Et donc, à long terme, l'usage de produits dépigmentants peut entraîner des cancers de peau et nos collègues sénégalais en ont décrit quelques cas. Ces produits également vont entraîner l'apparition vont perturber cette flore cutanée et favoriser le développement des méchants microbes dont on a parlé. Et c'est des peaux qui sont sujettes à faire des infections cutanées comme des infections bactériennes, des champignons qui vont se développer. Et à long terme, des produits peuvent entraîner même des effets sur les organes internes comme sur le rein, entraîner une insuffisance rénale, une hypertension. Voici résumé un peu les effets secondaires de la dépigmentation artificielle. Monsieur Traoré, lui, il a des soucis avec la peau de son visage. Donc, il a souvent des démangeaisons qui donnent des boursouflures. Il a consulté des professionnels qui lui ont prescrit des examens. Et on lui a dit qu'il a des allergies, il n'a pas de solution définitive et envisage se tourner vers la tradithérapie. Donc, la personne attend des conseils. Quelle conduite il doit tenir? Alors, je voudrais peut-être m'hasarder parce que effectivement, à partir de sa description, on peut à peu près suspecter ce qu'il a, mais l'idéal, encore une fois, c'est de voir un spécialiste qui va certifier cela. Mais je pense qu'il a une réaction allergique que nous appelons urticaire. L'urticaire, c'est des plaques boursouflées comme si des fourmis vous avez piqué et qui grattent énormément. Ils apparaissent, ils disparaissent. Et puis, au niveau du visage, la peau est tellement lâche que ça peut boursoufler tout le visage. Et ça survient dans la dernière moitié de la nuit, le plus souvent, ou bien tôt le matin. Et ça peut être extrêmement difficile à traiter parce que c'est une allergie, c'est vrai, mais toute la problématique, c'est quelle est la cause de cette allergie-là. Et parfois, l'urticaire, c'est banalement une petite chose que vous mettez dans le thé ou dans le café, que vous buvez chaque matin. Et quand on va vous poser la question, vous allez dire non, je bois du thé, je bois du café, et vous oubliez ça. Et c'est en vous interrogeant, en vous suivant, et en faisant un certain nombre de tests allergologiques que l'on peut découvrir quelle est la cause. Et si on extrait cette cause, vous guérissez définitivement. Mais il faut savoir que dans plus de 50% des cas d'urticaire, parfois on ne retrouve pas l'étiologie, et il faut traiter avec plusieurs médicaments pour avoir donc des résultats, sachant qu'il faut véritablement trouver la cause et puis s'en débarrasser. Je voudrais revenir, si vous permettez, sur la question sur les corticoïdes. C'est une question extrêmement importante. La corticophobie, c'est-à-dire on met dans la tête des gens que les corticoïdes sont dangereux. C'est vrai, mais je voudrais rappeler que tous les médecins, normalement, ont été formés pour manier les médicaments. Bien sûr, les pharmaciens sont les artistes du médicament, mais les médecins font le diagnostic et essaient de manipuler, d'utiliser les médicaments de façon à récolter
beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients, parce que tout médicament est un couteau à double tranchant, ayant des avantages et des inconvénients. Donc, n'ayez pas peur des corticoïdes si c'est un spécialiste qui vous prescrit, qui vous suit et qui va diminuer progressivement de façon à ce que vous ne récoltez que les avantages. Mais pour les angiomes, il y a d'autres traitements à l'heure actuelle. Il faut consulter. D'accord. Docteur Korsaga, il y a un téléspectateur, jeune téléspectateur qui est fasciné par la médecine et qui est orienté en classe de seconde A. Donc, est-ce qu'il y a des perspectives pour lui de devenir médecin un jour? Le professeur Traoré vient en parlant du parcours pour devenir un bac scientifique, voilà, avec un très bon niveau. Voilà. C'est ce qu'il a dit. Donc, pour la A, je pense qu'il va peut-être changer de vocation. En tout cas, on lui souhaite beaucoup de courage. Revenons sur le plateau. Professeur, quelle est la situation du dermatologue au Burkina Faso? Est-ce qu'il est recherché? C'est vrai que vous n'êtes pas nombreux, une trentaine. Le reportage nous a permis aussi de voir qu'il y a un manque. Quelles sont les perspectives? Alors, je voudrais avant ça revenir sur les questions sur le tradit praticien. Je voudrais conseiller donc à ce monsieur, bien sûr, c'est quelque chose que nous devons reconnaître que c'est une partie importante de nos moyens de traitement et beaucoup de populations les utilisent. Nous conseillons seulement que ce soit une utilisation contrôlée. Alors, pour revenir donc au dermatologue, je voudrais dire que, comme Bobo l'a dit, que quand vous regardez les statistiques du ministère de la Santé, les problèmes de peau, que ce soit des plaies, que ce soit des maladies bien spécifiques, c'est la 5e cause de morbidité. Si vous comptez 5 sur 100 personnes, environ 5% viennent essentiellement pour des problèmes de 30%. Viennent pour des problèmes de peau dans nos formations sanitaires. Et c'est la 5e cause de morbidité quand on regarde les statistiques du ministère de la Santé. Donc, c'est quand même un besoin. C'est vrai que, Bobo l'a dit, nous sommes débordés. Et à Ouaga, un moment où il n'y avait qu'un seul service, je vous assure que même si on restait du matin au soir à Yalgado, on n'avait pas suffisamment vu l'ensemble des malades qui demandaient donc notre secours. Actuellement, c'est diversifié. Je pense que le besoin est là. Ce que nous souhaitons simplement, c'est que la population prenne conscience et au moindre bouton consulte, mais également que, vraiment, comme l'a dit un des téléspectateurs, que les autorités sachent que ce n'est pas une spécialité où on prescrit des pommades. Je voudrais rappeler que la dermatologie, c'est véritablement la spécialité où on peut faire de gros diagnostics à moindre frais. Je prends un exemple. Vous savez, une atteinte cardiaque, et là je taquine les cardiologues, peut être simplement suspectée et nous disons aux cardiologues, allez-y voir, nous sommes convaincus qu'il y a un problème cardiaque à partir d'un petit signe au niveau de la région palpébrale. Il suffit de voir ceci et on sait qu'il y a un problème au niveau cardiaque. Vous savez, également, il suffit de voir un certain nombre de boutons sur la peau et on peut dire à l'hématologiste, allez-y, nous sommes convaincus qu'il y a quelque chose. Donc, c'est vraiment une spécialité où l'organe est accessible, les 5 sens, véritablement, c'est vrai qu'il y a des examens complémentaires, peuvent suffire à faire des énormes diagnostics et des diagnostics qui ont un impact sur le plan vital et qui va permettre de sauver donc, la vie d'un certain nombre de populations. Donc, vraiment, je pense que la perspective, c'est souhaiter qu'on augmente le nombre de dermatologues, c'est nous donner et augmenter les moyens pour qu'on puisse faire de meilleurs diagnostics. Et bien sûr, c'est également qu'on puisse continuer à faire la recherche de façon à ce qu'on réadapte progressivement les choses à ce qui se passe dans nos régions. Professeur Korsaga, quelles sont les différentes pathologies de peau et quelles sont les plus fréquentes au Burkina? On va parler des plus fréquentes ici. Les pathologies de la peau sont très diverses et très variées. Nous les regroupons, nous les répartissons en plusieurs groupes. Il y a le grand groupe des dermatoses inflammatoires, comme l'acné, le lichen, le psoriasis, dont nous avons parlé. Nous avons également le groupe des dermatoses infectieuses, qu'il s'agisse des dermatoses bactériennes
des dermatoses virales, parasitaires et mycosiques. Nous avons également le groupe des dermatoses tumorales. Ce sont les tumeurs cutanées qui peuvent être bénignes ou malignes, comme le mélanome, le carcinome. Nous avons également le groupe des dermatoses bulleuses. Ce sont des dermatoses qui vont se manifester par des bulles, c'est-à-dire des lésions, des cloques avec de l'eau. Et il y a dans ces groupes-là plusieurs sous-groupes de dermatoses. Et nous avons également ce que nous appelons les maladies de système, qui sont des dermatoses qui, lorsque le dermatologue voit les lésions, c'est, le professeur était en train de le dire, qu'il y a des atteintes qui vont au-delà de la peau et qu'il faut explorer plus loin que la peau. Nous avons également ce que nous appelons les génodermatoses, qui sont des maladies qui sont liées au terrain génétique. Et la dernière étude réalisée dans le service de dermatologie de notre maître, le professeur Traoré, sur les 10 dernières années, montrait que c'était les dermatoses inflammatoires qui venaient en première position avec 41%, suivi des dermatoses infectieuses dans 31% des cas et des tumorales dans 10% des cas. Mais nous avons ici remarqué des spécificités par région, notamment au niveau, dans la région du Nord, les cas de mycétomes qui sont plus fréquents. Ce sont des mycoses qui vont attaquer la peau et aussi des structures plus profondes. Et également les intoxications à l'arsenic. Au niveau de la région de l'Ouest, c'est la pelague, le professeur Andonaban en a parlé, c'est des dermatoses dues à un trouble nutritionnel. Et au niveau de la région de l'Est, les albinismes sont plus fréquents. Professeur Traoré, quelles sont les interventions courantes en matière de prise en charge dermatologique? Alors, le dermatologue, ce n'est pas les pommades seulement. Au-delà des pommades, il y a bien sûr des comprimés qu'on peut prescrire, on peut prescrire des perfusions, on peut prescrire des injections intramusculaires, on peut faire des actes de petite chirurgie et parfois même de moyenne et de grande chirurgie en matière de dermatologie. On peut prêter, parce que le dermatologue, comme je dis, va s'occuper que la peau soit de bonne qualité. Donc, toutes les interventions cosmétiques, parce que quand on vous donne des conseils pour vos cheveux, comment il faut les tresser, comment il faut les serrer, et même si vous voulez les défriser, quelle est la qualité du défrisant que vous devez utiliser. Voilà autant d'approches qui vont permettre donc au dermatologue d'ajouter sa pierre de façon à ce que la peau soit encore beaucoup plus belle, que les faders soient au goût de celui qui le souhaite et que finalement que le bien-être soit la première préoccupation donc, du dermatologue. Découvrons à présent le dernier lot de questions des téléspectateurs. C'est toujours avec Viviane Tiendre-Bego. Madame Guira Atougan a sa fille de 4 ans qui souffre depuis sa naissance de problèmes de peau. Elle a des boutons sur tout le corps qui apparaissent et disparaissent sans raison apparente. Quelle attitude elle, en tant que mère, doit adopter pour la santé de son enfant? Est-ce qu'il y a espoir que ces boutons-là disparaissent définitivement? Madame Sanou est aussi mère, mais d'une fille de 7 ans qui a la teigne sous les aisselles et même au niveau de l'anus et du sexe. Elle a entrepris des traitements depuis 1 an, mais sans résultat positif. Et actuellement, elle est très inquiète. Est-ce qu'il y a espoir que cette teigne-là s'en aille? Qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour guérir sa fille de la teigne? Monsieur Maxime Guigemde est à Ouagadougou. Lui, il dit qu'il a des brûlures au niveau des parties chevelues et c'est surtout pendant la saison sèche que sa maladie s'aggrave. Il aimerait savoir s'il y a des possibilités de traitement, vers qui se tourner, est-ce qu'il y a espoir de guérison? Mademoiselle Edith Ouedraogo, elle souffre d'acné depuis l'âge de 12 ans. On lui a prescrit un traitement hormonal, mais son acné persiste toujours. Sa question, c'est est-ce qu'il y a des produits pour éradiquer définitivement ce mal qui est l'acné ou bien il faut faire avec?
Monsieur Traoré à Ouagadougou voudrait savoir si les plaies dites de Ouaga 2000 peuvent être considérées comme des dermatoses. Est-ce que la médecine moderne peut les soigner? Parce qu'il a entendu dire qu'il faut forcément, c'est uniquement les tradithérapeutes qui peuvent guérir cette plaie dite de Ouaga 2000. Son autre question, c'est quelles sont les conséquences de la dépigmentation sur la cicatrisation d'une personne lors d'une intervention chirurgicale. Une téléspectatrice de Ouagadougou demande enfin quels sont les conseils pratiques que vous, en tant que professionnel et praticien de longue date, vous pouvez donner pour l'entretien des peaux noires sous nos tropiques où le soleil brille presque toute l'année. Et elle se demande s'il faut finir par se laisser tenter par les produits éclaircissants, vu qu'actuellement, quand on va au marché ou dans les boutiques, c'est 80% de ce qu'on propose, ce sont des produits éclaircissants, même si certains commerçants disent que non, c'est écrit éclaircissant là-dessus, mais ça n'éclaircit pas la peau. Est-ce qu'il faut se laisser tenter par ces produits éclaircissants-là? C'est tout pour les questions des téléspectateurs d'aujourd'hui. Merci, Viviane Tiendrebego. Une fille de 4 ans qui souffre depuis sa naissance de problèmes de peau. Elle a des boutons sur tout le corps qui apparaissent et disparaissent sans raison apparente. Quelle attitude adopter? Professeur Korsaga. Je pense que pour cette fille, c'est difficile de donner une orientation. Ça serait bien que la maman l'amène en consultation dans l'un des centres de santé que le professeur a cité. Parce que le terme de bouton, pour nous dermatologues, en réalité, ne veut rien dire. Sous ce terme se regroupent beaucoup de lésions élémentaires qui peuvent être la manifestation de diverses pathologies. Donc, on a besoin de voir les lésions pour pouvoir orienter le diagnostic. D'accord. Professeur Traoré, une fille de 7 ans qui a des teignes sous les aisselles et même au niveau de l'anus et du sexe. Ça m'a entrepris depuis 1 an un traitement, mais sans résultat positif. Elle s'inquiète et voudrait savoir si un jour il y aura de l'amélioration. Alors, la teigne, je pense que si on écoute l'adage public, je pense que ça regroupe un certain nombre de signes pour qu'on évoque la teigne. Si la teigne de cet enfant a consisté au fait qu'il y a des endroits où les poils sont partis, s'il y a des endroits où la peau pèle un peu, s'il y a des endroits où la peau est un peu rouge, et je pense que c'est de ça, où ça gratte, si ce sont les ensembles de signes-là qui font que la maman dit que c'est une taille, ou bien que ça s'étaille comme de manière en fuyant le centre, si c'est l'ensemble de ces éléments-là, il y a plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est que ça peut être un champignon. La deuxième hypothèse, ça peut être une maladie inflammatoire que l'on peut rencontrer donc, chez l'enfant et qui se manifeste par des plaques un peu dépigmentées, avec un peu de peau qui pèle, ça gratte un peu et ça s'étend progressivement. Si c'est ça, je conseillerais à la maman donc, de consulter. Et les différentes étiologies que l'on peut évoquer, il y a beaucoup d'étiologies où si on met le bon traitement, on se débarrasse donc de cette teigne entre griffes. Professeur Korsaga, M. Guigemde, lui, c'est au niveau des parties chevelues. Donc, il y a des brûlures. C'est surtout pendant la saison sèche que sa maladie s'aggrave. Il aimerait savoir s'il y a un espoir de guérison. En ce qui concerne M. Guigemde, c'est la même réponse aussi parce que il faut qu'on examine le cuir chevelu pour voir est-ce que c'est une brûlure qui se fait sur un cuir chevelu normal ou est-ce qu'un cuir chevelu pathologique, et au besoin, s'il faut faire des examens complémentaires pour pouvoir lui trouver un traitement efficace, il faut qu'il puisse voir un dermatologue également qui va l'aider à trouver une solution à son problème. D'accord.
Mademoiselle Ouedraogo souffre d'acné depuis l'âge de 12 ans. On lui a prescrit un traitement hormonal, mais son acné persiste toujours. Sa question, c'est est-ce qu'il y a des produits pour éradiquer définitivement ce mal ou bien il faut faire avec? Il faut savoir que l'acné est une pathologie qui évolue naturellement de l'adolescence à l'âge de 25-26 ans, où elle doit s'éteindre normalement toute seule. Mais il se trouve que même à cet âge, certaines acnés vont persister parce que les cosmétiques que nous utilisons ne sont pas souvent adaptés. Il existe un traitement qui est très efficace dans l'acné, mais qui nécessite des conditions, qu'on va dire, assez draconiennes avant d'être prescrites. Il faut non seulement faire des examens complémentaires pour voir comment fonctionnent les différents organes, il faut également, la patiente, vous avez dit qu'elle a quel âge? Depuis l'âge de 12 ans. Depuis l'âge de 12 ans. Mais on ne sait pas quel âge elle a actuellement. Son âge. Il faut faire une contraception parce qu'il ne faut pas que la patiente tombe enceinte en ce moment. En tout cas, il faut des conditions bien précises avant de prescrire ce traitement. Et ce traitement est assez efficace, mais à l'arrêt, au bout d'un certain nombre d'années, on peut voir réapparaître parce que l'acné, c'est un terrain qui est génétiquement prédisposé. On est déjà prédisposé à faire de l'acné et à l'adolescence, les mécanismes se mettent en place pour que l'excès de sébum se produise et que les lésions apparaissent. Donc, quand on arrête le traitement, le mécanisme, il se remet en place et tout revient. Donc, il faut laisser faire souvent aussi la nature et puis appliquer les conseils qui vont être donnés bientôt. Professeur Traoré, les plaies dites les plaies de Ouaga 2000, est-ce qu'on peut les classer parmi les dermatoses? Est-ce que la médecine moderne peut les soigner? Alors, je voudrais revenir sur l'acné en disant à la téléspectatrice de voir qui de droit. Bon, véritablement, parfois, nous manageons ça avec les gynécologues, traitement hormonal, mais comme l'a dit le professeur Kosaga, on a actuellement des médicaments extrêmement efficaces. Bien sûr, c'est contraignant. Et je dis souvent aux patientes, jeunes patientes, je dis nous prenons l'engagement qu'il n'y aura pas un projet de grossesse dans les 2 ans à venir et je guéris votre acné. Donc, il y a une solution, il faut qu'elle consulte. Alors, Ouaga 2000, c'est simplement une maladie parasitaire, c'est la leishmaniose, c'est ça qu'il faut appeler, c'est la leishmaniose. Et plusieurs types de leishmaniose, vous savez que la leishmaniose peut atteindre les viscères également, le poumon, le foie, etc. Mais la forme de Ouaga 2000, là, ça s'attaque essentiellement à la peau et ça donne des plaies chroniques indolores. Y a-t-il des traitements? Oui, il y a des traitements. De la peau même et l'individu même, parce que si vous avez une seule lésion de leishmaniose, si vous respectez un certain nombre d'hygiène et de précautions, elle va guérir elle-même. Donc, la nature même vient à bout de la leishmaniose. C'est vrai que Ouaga 2000, plaie de 6 mois, il y a un temps, et il y a des médicaments pour écourter ce temps-là pour avoir la guérison. Mais si vous avez des lésions de leishmaniose pour lesquelles le médecin même a des difficultés à les guérir, il se rend compte qu'il y a un terrain qu'il faut explorer. Si vous avez un VIH avec des lésions de leishmaniose, ça devient beaucoup plus difficile. Mais là également, on a des médicaments pour les faire guérir. Donc, c'est possible de traiter les lésions de Ouaga 2000. D'accord. Et quelles sont les conséquences de la dépigmentation lors des opérations chirurgicales? Parce que la personne dit que pour entretenir également, c'est la suite, les peaux noires, c'est sous nos tropiques, c'est difficile parce que tout tourne autour de la dépigmentation. Les pommades sont à 80% des pommades dépigmentantes. Tout à fait. Alors, pour la dépigmentation, le professeur Kosaga l'a dit, vous savez que chaque fois qu'on détruit la structure de la peau, et bien sûr, l'une des fonctions, j'ai dit oui, fonctions de la peau, c'est la capacité de régénérer d'autres cellules et de fermer une plaie béante et d'assurer la cicatrisation. Si vous perturbez les 3 étages de la peau, l'épiderme, le derme et l'hypoderme, il est clair que cette fonction de tout mettre ensemble pour qu'on reconstitue la peau va être perturbée. Et là, ça suppose que c'est
d'abord des produits très agressifs qu'on a utilisés. On les a utilisés pendant longtemps de façon à ce qu'on a perturbé complètement le fonctionnement de la peau. Donc, il peut avoir effectivement un problème de cicatrisation. Alors, se retourner vers la dépigmentation, j'allais dire non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Et la bataille que nous faisons tous les jours, c'est que nous-mêmes, nous devons promouvoir la beauté de la peau noire. Et la peau noire a énormément de bénéfices. Et c'est vrai que, je disais lors d'une conférence que le véritable problème, c'est sur le plan économique, quel est le problème que ça pose, la dépigmentation? Et c'est ça, il faut en venir à là. Donc, je voudrais conseiller à cette téléspectatrice de savoir qu'il y a des produits et des bons produits qu'on peut conseiller pour que la peau vraiment noire garde toute son élasticité, garde toute sa souplesse, garde toute sa satinité, de façon à ce que ça soit velouté au toucher et agréable donc à regarder. On a des produits, et ces produits-là, malheureusement, parce que les produits dépigmentants ont adopté une voie sur le plan économique et il y a des intérêts assez particuliers, il est clair qu'on a des difficultés, mais si vous allez voir des spécialistes, il y a des conseils qu'on peut donner. Donc, n'allons pas dans ce sens, allons plutôt d'être fiers de notre peau et de conserver notre couleur. Professeur Costa, parlez-nous de la peau de l'enfant comparativement à celle de la personne âgée, les deux types de peau. Il faut savoir que la peau de l'enfant est une peau qui est immature. C'est-à-dire que c'est une peau qui n'a pas fini encore son développement. Donc, c'est une peau qui va être beaucoup plus fragile et qui va moins bien se défendre vis-à-vis des agressions extérieures. Et comparativement à la peau de la personne âgée, ici, c'est une peau qui a fini donc sa maturation et qui a été exposée à différents facteurs environnementaux. On peut parler des vicissitudes de la vie et ces facteurs sont les facteurs climatiques, les facteurs alimentaires et l'hygiène de vie, etc., qui vont faire qu'à un âge âgé, des modifications vont apparaître au niveau de la peau et c'est essentiellement un amincissement de la peau qui va se faire et cette peau va devenir beaucoup plus fine et beaucoup plus ridée et aussi beaucoup plus lâche parce que les fibres de collagène vont diminuer et il y aura également des perturbations au niveau du fonctionnement de la sécrétion de mélanine et des taches vont apparaître tantôt claires, tantôt beaucoup plus foncées et au niveau des fanins également les ongles vont devenir beaucoup plus fragiles et les cheveux aussi vont commencer à blanchir parce que la sécrétion de mélanine va diminuer également à ce niveau-là. Et quand on regarde cette peau, elle est beaucoup plus terne, elle n'est pas satinée comme la peau normale. Elle est plus sèche aussi parce que la sécrétion de sébum va diminuer. Donc, c'est des personnes qui vont se gratter parce que justement, cette peau est sèche et la peau sèche entraîne un grattage. Donc, voici résumé les modifications au niveau de la peau de la personne âgée. D'accord. Nous sommes presque à la fin de cette émission, mais avant de nous quitter, professeur Traoré, comment garder sa peau saine? Alors, ça, c'est une question extrêmement importante. Je pense que la première chose, et là, une des téléspectatrices l'a perçue, c'est vrai qu'on a la peau noire, on a la mélanine, on est protégé, mais finalement, le soleil et l'environnement fait beaucoup de mal. Donc, il faut, dans un premier instant, que l'on fasse attention à tout ce qui peut nous agresser. C'est vrai, le soleil est là tous les jours. On est obligé d'aller cultiver pour un cultivateur. Comment faire? Donc, tant que c'est possible de ne pas subir les agressions solaires, il faut se couvrir. Mais il fait chaud, ça c'est une autre difficulté. Il faut hydrater la peau. Il faut avoir donc une bonne hygiène et comme on l'a dit,
2 bains par jour, n'en faites pas 4 ou 5. Ne mettez pas 2 jours avant le bain. Il faut utiliser un savon simple. Et les savons les plus simples, non parfumés, sont les savons que nous conseillons. Et vous entretenez donc sur le plan hygiène cette peau. Et également, ce qu'il faut que nous puissions comprendre de façon à ce que nous puissions avoir une belle peau, c'est être nous-mêmes notre propre observateur de la peau. Dès qu'il y a une modification, il est clair qu'il faut aller consulter. Et bien sûr, il faut, au-delà de l'hygiène de la peau, une bonne hygiène de vie tout court. L'alcool, le tabac, tout ça, c'est des agresseurs de la peau. Donc, plus on est sobre, plus on mène une bonne hygiène de vie et plus on fait attention à sa peau, moins on utilise les produits de dernière génération sur le plan hygiène et qu'on reste dans les savons simples, mieux on a une belle peau. Des propos qui vont servir de conclusion à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir et à très bientôt pour un autre numéro de Santé Mag. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit.